Les amis, le football est un monde où tout peut arriver. Et les transferts en sont la preuve vivante. Parfois, des joueurs que l'on pensait indéboulonnables dans leur club de cœur changent de maillot du jour au lendemain. D'autres se retrouvent dans des destinations complètement inattendues, loin des terrains et des projecteurs auxquels ils étaient auparavant habitués. Et il y a aussi ces deals sur le papier qui semblent complètement insensés, mais qui pourtant ont bien eu lieu. Qui aurait cru voir un ballon d'or signé dans un club méconnu du grand public ou encore une légende du football rejoindre un championnat exotique pour un dernier challenge? Certains transferts ont tellement choqué certains fans qu'ils paraissent irréels, comme si le mercato était devenu un terrain de jeu pour les plus folles spéculations. Dans cette vidéo, nous allons donc revenir sur ces transferts complètement improbables qui ont marqué l'histoire du football. Nous parlerons des raisons derrière ces transferts surprenants, de leur impact sur les clubs et sur les joueurs, et bien sûr des réactions qu'ils ont suscitées dans le monde du ballon rond. Alors attachez vos ceintures, restez bien assis, car nous allons explorer des histoires aussi étonnantes qu'inoubliables. Et à votre tour, vous pourrez aussi me citer en commentaire quels sont les transferts pour vous de l'histoire du football qui vous ont paru le plus improbable. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune autre prochaine vidéo. Allez, générique. Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant donc un top 5 des transferts les plus improbables du monde du football. Il n'y a pas de hiérarchisation dans ce top 5. Je vous donne les éléments un peu pêle-mêle dans un ordre qui ne fait aucune référence à leur importance. Allez, c'est parti. Lorsqu'on parle de Roberto Baggio, on fait souvent référence à son élégance sur le terrain, son mythique numéro 10 et bien entendu son passage dans de grands clubs comme la Juventus, l'AC Milan ou l'Inter Milan. Mais en 2000, alors que beaucoup le voient encore capable de jouer dans un club de haut niveau en Serie A ou ailleurs, il surprend tout le monde en signant à Brescia, un club modeste à l'époque de Serie A, luttant régulièrement pour le maintien. Alors ce transfert, ça a été à l'époque, je vous remets dans le contexte, un véritable choc pour les observateurs et les fans de football. Baggio, vainqueur du Ballon d'Or en 1993, finaliste de la Coupe du Monde 1994, il semblait tout simplement destiné à une fin un peu plus prestigieuse. Alors pourquoi un tel choix? Pourquoi être allé à Brescia? La réponse tient en plusieurs points. 1. Le besoin de stabilité. Après des passages un peu compliqués à l'Inter ou à Bologne, marqués par des blessures et des désaccords avec les entraîneurs, Baggio cherchait tout simplement un club sans pression excessive, dans lequel il pouvait jouer en retrouvant une certaine sérénité et un certain plaisir sur le terrain. C'est Brescia qui lui a offert cette opportunité, en lui proposant tout de même un rôle clé dans l'équipe. La deuxième raison, c'est le projet autour de Carlo Mazzone. C'était l'entraîneur de Brescia à l'époque. Il a su convaincre Baggio en lui promettant de construire l'équipe autour de lui. C'était un projet séduisant dans lequel il avait donc un rôle clé à jouer et ça a porté dans sa décision. Et puis la troisième raison, je pense, c'était un défi personnel. Pour Baggio, rejoindre Brescia n'était pas une rétrogradation, mais plutôt une opportunité de pouvoir montrer qu'il savait encore briller, même dans un club de milieu de tableau. Et la suite, les amis, la suite lui a donné raison. Baggio a enchanté les tifosi de Brescia, emportant le club vers des résultats historiques, notamment une qualification en Coupe d'Europe, une première dans l'histoire du club. Il a ensuite formé, les amis, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais un duo mémorable avec le tout jeune Andrea Pirlo. Oui, Pirlo a donc bénéficié de son expérience et de quelle expérience. Ce transfert qui était au départ très improbable s'est finalement révélé être une vraie réussite, prouvant que le talent peut s'exprimer à tout niveau et que parfois des choix surprenants peuvent être les meilleurs. Edgar Davids, l'un des milieux de terrain les plus respectés de sa génération, connu pour son énergie débordante, ses lunettes sur le terrain, ça le caractérisait, et ses passages dans des clubs prestigieux comme l'Ajax au début de sa carrière et après la Juventus de Turin ou le FC Barcelone, Edgar Davids a fait un choix surprenant en 2012. Il signe à Barnet, un modeste club de 5e division anglaise. Ce transfert, il a laissé le monde du football sans voix. Comment un joueur qui a disputé des finales de Ligue des Champions
remporter des titres dans les plus grands championnats, pouvait-il finir dans un club évoluant devant quelques milliers de supporters chaque semaine? Eh bien, les raisons de ce choix sont à la fois personnelles et professionnelles. D'abord, un retour aux sources pour lui. Après avoir pris sa retraite, Davids ressentait le besoin de redécouvrir le football dans un environnement plus simple, loin des attentes des clubs vraiment professionnels, en tout cas démesurés du haut niveau. Barnet, un club modeste de Londres, représentait l'occasion parfaite pour ça. Deuxièmement, un rôle de joueur-entraîneur. Davids ne voulait pas simplement jouer à cette époque, il souhaitait aussi faire ses premiers pas en tant qu'entraîneur. Et Barnet lui a offert cette opportunité unique, lui permettant d'apporter son expérience aux jeunes joueurs tout en restant sur le terrain. Et puis il y avait également un engagement communautaire. Installé à Londres, il voyait ce projet comme un moyen de retourner au football à un niveau plus local et d'inspirer les jeunes joueurs issus des quartiers populaires. Cependant, son passage à Barnet n'a pas été de tout repos. Malgré son immense expérience, eh bien, il a eu du mal à s'adapter aux exigences du football de bas niveau du coup. Terrain difficile, style de jeu plus physique, ça lui a pas facilité la tâche. En plus, ses méthodes de management n'ont pas été tellement bien accueillies, ni par les joueurs ni par les membres du staff. Finalement, après quelques mois marqués par des résultats plutôt décevants et des tensions internes, il quitte le club en 2014. Néanmoins, c'est un transfert qui reste un des plus improbables du football, prouvant qu'un grand nom du football mondial peut se retrouver là où on l'attend le moins. Allez, pour moi, l'un des transferts les plus surprenants du monde du football reste sans doute celui de Julien Faubert en janvier 2009. Le Français, qui évolue alors à West Ham, en Première Ligue, a rejoint l'un des plus grands clubs du monde, un transfert qui a stupéfié le monde du football. À l'époque, Faubert n'était pas une star du football mondial. Certes, c'était un joueur talentueux, capable d'évoluer au milieu de terrain, droit ou arrière droit, mais il n'avait pas encore réellement brillé au point d'attirer l'attention d'un mastodonte tel que le Real de Madrid. Ce transfert, effectué sous forme d'un prêt avec option d'achat, a soulevé de nombreuses questions. Pourquoi le Real de Madrid l'a recruté? Là, il faut se remettre dans le contexte. Le club de Madrid recherchait un renfort de dernière minute, désespérément après avoir essuyé le reflux de plusieurs autres cibles plus prestigieuses. Faubert, possédait une bonne condition physique, une certaine polyvalence. Ça a été un choix de repli, inattendu, mais un choix de repli. Comment ça a été perçu? En Espagne, le transfert a été accueilli avec scepticisme. Les supporters madrilènes, habitués à voir débarquer des stars, ne comprenaient pas trop bien pourquoi ce joueur pas très brillant venu de West Ham, qui était même pas un titulaire indiscutable, a été choisi. À son passage, je sais pas si vous vous en souvenez d'ailleurs de ce passage, en tous les cas, il n'a pas laissé un grand souvenir. En 5 mois de prêt, il n'a joué, je crois, mais à vérifier, il n'a joué que 2 matchs. Et en fait, il est devenu tristement célèbre pour s'être assoupi sur le banc de touche dans une rencontre contre Villarreal. Une image qui a fait le tour du monde, si je vous le retrouve, je vous le mettrai en incrustation. Et ça a symbolisé finalement l'échec de son transfert à Madrid. Évidemment, à la fin de la saison, le Real n'a pas levé son option d'achat. Faubert est retourné à West Ham, en Angleterre, admettant même lui-même plus tard qu'il avait été surpris par l'intérêt du Real. Voilà, ça c'est clairement un exemple d'un des transferts les plus improbables de l'histoire. Mais que peuvent faire les grands clubs sous la pression du marché des transferts? Bref, ça reste une anecdote amusante. L'un des transferts les plus rocambolesques et improbables, c'est aussi et sans conteste celui d'Ali Dia à Southampton en 1996. Alors si vous me suivez depuis un petit moment, vous en avez déjà entendu parler sur ma chaîne. Vous allez voir pourquoi. En fait, cette histoire ressemble plus à une farce qu'à un véritable transfert professionnel. Et pourtant, elle s'est réellement produite en Première Ligue. Tout a commencé lorsqu'un homme se faisant passer pour George Weah, alors ballon d'or en titre, contacte l'entraîneur de Southampton de l'époque. Oui, je parle bien de Southampton dans un premier temps. Eh bien, cet homme, qui se fait passer pour George Weah, recommande Ali Dia, affirmant que ce dernier était son cousin George Weah alors, et un ancien international sénégalais ayant joué au PSG. L'entraîneur de Southampton, flatté par cette recommandation, a offert un premier contrat d'1 mois à Ali Dia sans même l'avoir vu jouer. Eh bien, vous aurez compris, Ali Dia a été convoqué pour un premier match. Contre Leeds, il entre en cours de jeu pour remplacer à l'époque l'icône du club, le Tissier. Il livre une performance désastreuse. On dirait qu'il était complètement perdu sur le terrain. Il manquait ses contrôles, il savait pas se positionner, une condition physique lamentable. Son niveau de jeu a fait qu'il a même été remplacé 53 minutes après son entrée en jeu. Un désastre. Rapidement, du coup, Southampton
découvre que tout est faux. Évidemment, il y avait plusieurs faisceaux d'indices quand même. Dia n'avait jamais été international, il n'a jamais joué au PSG. Et évidemment, Georges Weah n'était pas derrière cet appel. En réalité, Ali Dia avait évolué en championnat amateur, en Angleterre et en France avant cette incroyable tentative de fraude. Résultat, son contrat a été résilié après seulement 14 jours. C'est devenu une vraie légende, mais pour de mauvaises raisons. Il est en fait aujourd'hui cité comme l'un des plus grands bluffs de l'histoire du football, ayant intégré un club professionnel sur une simple recommandation. Erreur de management d'un côté, vous me direz, de l'entraîneur. En tout cas, Ali Dia aura eu le mérite de jouer un match pro sur un coup de bluff. Bon, après, il a continué à jouer dans plusieurs divisions inférieures en Angleterre, avant de disparaître progressivement du monde du football. Southampton, je pense, quant à eux, ont retenu une leçon précieuse sur l'importance de bien vérifier les antécédents d'un joueur. En tous les cas, j'avais détaillé un peu plus largement, même encore, cette histoire dans une de mes vidéos. Si je vous la retrouve, je vous la mettrai quelque part par ici. Allez, le dernier, je vais parler du transfert de Roque Santa Cruz à Blackburn Rovers en 2007. L'attaquant paraguayen, moi je l'aimais beaucoup, il évoluait à l'époque au Bayern de Munich et était malheureusement souvent en proie aux blessures et n'a jamais vraiment brillé, en tout cas brillé à la hauteur de son talent en Bavière. Mais de là à ce qu'il rejoigne un club de milieu de classement, ça on ne l'attendait pas. Il avait passé quand même, je crois, 8 saisons en Bundesliga. Alors pourquoi ce transfert était assez inattendu ? Eh bien à l'époque, Roque Santa Cruz paraissait comme un joueur talentueux, mais je l'ai dit, fragile physiquement. Le Bayern voulait se débarrasser de son salaire, à vrai dire, et il a accepté de le vendre pour une somme modique, on parlait à l'époque de 3,5 millions d'euros. Eh bien Blackburn a surpris un peu tout le monde en le faisant signer. Mark Hughes, l'entraîneur, l'a fait signer en faisant de lui un élément clé de son effectif. Eh bien, bon choix, puisque contre toute attente, Santa Cruz a connu une saison exceptionnelle dès son arrivée. Il marque 19 buts en première ligue et devient le meilleur buteur du club. Il a été salué pour son efficacité devant le but et sa capacité à s'adapter physiquement, du coup, à l'Angleterre, ce qui a rapidement fait taire les sceptiques. Bon, c'est vrai qu'après, la suite de son aventure a été un peu plus compliquée. Après un transfert à City en 2009, il n'a jamais retrouvé son niveau de Blackburn. Il est revenu après en prêt à Blackburn, mais il n'a jamais retrouvé son efficacité d'antan. Mais c'est quand même un transfert qui a été improbable et qui montre comment un joueur qui peut être fini pour un grand club, réussit à revenir, à se relancer dans un environnement différent et surprendre un peu tout le monde. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo qui était peut-être un peu plus longue que d'habitude, dédiée aux transferts les plus improbables de l'histoire du football. J'en ai cité que 5, il peut y en avoir naturellement bien plus, comme je l'ai dit en introduction. Allez-y en commentaire, dites-moi quel transfert vous avez jugé comme improbable. En tout cas, il nous rappelle que ce sport peut être imprévisible avec des rebondissements. Le football continue et continuera à nous surprendre. Quant à moi, je vous laisse là pour cette vidéo. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.